Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. D'accord, très bien. Donc, on va commencer le cours aujourd'hui. Donc, je dois faire le cours du docteur Lounas et docteur Yacoub. On va faire les deux cours en une heure. Donc, on va voir ensemble les diurétiques et les vasodilatateurs en cardiologie. Donc, ces deux classes thérapeutiques qui sont importants quand même pour la prise en charge des patients hospitalisés, soit pour une hypertension artérielle, soit pour une insuffisance cardiaque, que ce soit gauche ou droite. Donc, on va commencer par… Voilà, on va commencer par les diurétiques. Les diurétiques, donc, c'est une classe thérapeutique qui est importante quand même. L'externe doit comprendre et doit connaître les noms des molécules, le site d'action, d'une façon succincte bien sûr, et voir les trois classes de diurétiques utilisées en cardiologie. Parce qu'il y a une quatrième classe, qui agit au niveau du tube contourné proximal, qui n'est pas utilisée en cardiologie, elle est utilisée en neurochirurgie. Il faut que l'externe sache prescrire les diurétiques habituellement utilisés dans l'hypertension artérielle ou dans l'insuffisance cardiaque, que ce soit avec des signes congestifs ou sans signes congestifs. Connaître et savoir identifier des situations favorisant les principaux effets indésirables des diurétiques, parce qu'il y a des effets indésirables sur le plan hydroélectrolytique, il y a des effets indésirables sur le plan déshydratation et sur d'autres plans comme l'hypotension orthostatique chez le sujet âgé et le sujet jeune. Il faut savoir connaître les signes de gravité de l'hypercalémie induite par les diurétiques. Il y a certaines classes de diurétiques qui peuvent induire une hypercalémie et vous savez tous qu'une hypercalémie peut entraîner une augmentation de la largeur du QRS et peut entraîner un bloc auriculo-ventriculaire complet. Donc, le cours, il va se dérouler comme suit. On va commencer par une introduction, un petit rappel physiologique, les différentes classes diurétiques et modes d'action, les indications bien sûr. Et quand on va prescrire ces diurétiques pour des indications, on doit les surveiller. Et bien sûr, on va finir par voir les points essentiels. Donc, les diurétiques sont des agents pharmacologiques ayant pour but d'augmenter l'excrétion rénale du sodium. Donc, le primo movens des diurétiques, c'est de diminuer la charge hydrique. La charge hydrique, c'est-à-dire les signes congestifs. Et pour diminuer la charge hydrique et congestive, il faut diminuer, bien sûr, le potentiel ou la charge du sodium au niveau des reins. Et bien sûr, c'est une classe des médicaments qui est parmi les plus prescrites en cardiologie. Comme rappel physiologique, il faut savoir que ça, c'est le néphron. Le néphron, il est formé de glomérules, il est formé d'un tube contourné proximal. C'est là où il y a une réabsorption de 65% du sodium au niveau du sang. Donc ça, il va y agir les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique ou le mannitol. C'est des médicaments qui ne sont pas utilisés en cardiologie, ils sont utilisés en neurochirurgie pour les œdèmes cérébrales, ainsi de suite. Ensuite, vous avez la branche ascendante de l'anse de Henle, là où il y a une réabsorption de 25% du sodium
qui est au niveau des urines. Et là, c'est le site de l'action des diurétiques de l'anse, dont le chef de file, vous le connaissez tous, c'est le Lasix ou bien le furosémide. Et vous avez le tube contourné distal, c'est là où il y a l'action des soit les thiazidiques dans la partie proximale du tube distal, ou bien l'action des épargneurs du potassium dans les antialdostérones dans la partie distale du tube contourné distal, ou bien le tube collecteur. Là, il y a une réabsorption de 1,3 1 à 3% du sodium qui est contenu dans les urines. Donc, la branche ascendante de l'anse de Henle, là, c'est une branche là où il y a une réabsorption de 25% du sodium. Et là, c'est la réabsorption, c'est l'effet des thiazidiques. Les thiazidiques vont agir ici, là où il y a la branche proximale du tube distal, c'est-à-dire il y a 6 à 8% du sodium qui sera réabsorbé, et les thiazidiques vont agir dans ce compartiment-là. Et vous avez les antialdostérones, ils vont agir au niveau de la branche distale du tube distal ou bien le tube collecteur. Ils vont permettre l'excrétion, au lieu de la réabsorption du sodium, ils vont permettre l'excrétion du potassium. C'est pour ça l'aldostérone, c'est une hormone hypocalimiante. Et bien sûr, l'aldostérone, quand on va donner les antialdostérones, donc on a peur de beaucoup plus de l'hypercalémie. Donc, il n'existe pas de réabsorption du chlore au niveau de cette portion du tube collecteur. Elle est compensée par une élimination d'ions potassiques en particulier. Cette perméabilité de l'épithélium tubulaire est régulée par l'aldostérone. C'est pour ça qu'on donne un médicament qui est appelé l'anti-aldostérone. 2 secondes. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez accepter les étudiants qui attendent? Justement, je vais les accepter. Je suis en train de faire ça. Donc, admettre tout le monde. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Normalement, c'est bon. Très bien. Les différentes classes de diurétiques, il y a, selon leur classification, est basée sur le site d'action. Donc, il y a 3 classes, il y a 4 classes de diurétiques. Une classe qui n'est pas utilisée en cardiologie, notamment le mannitol. Elle agit au niveau de la partie proximale du néphron, donc elle n'est pas utilisée en cardiologie, mais on utilise en cardiologie les 3 autres classes. La première classe est des diurétiques de l'anse de Henle, donc dont le chef de file est de furosemide. Donc, le furosémide, c'est le Lasix. Donc, il existe plusieurs dosages. On a le 20, on a le 40, on a le 250 et on a le 500. Le 500 est utilisé, les 250, il est utilisé en cas d'insuffisance rénale. Et on a le bumétanide, le Burinex, qui n'est pas utilisé en Algérie. Vous avez les autres diurétiques qui sont les diurétiques thiazidiques, dont le chef de file est l'hydrochlorothiazide. C'est le CO. Dans les médicaments, quand vous entendez Coaprovel, les Itacan, c'est une association entre un ARA2 et l'hydrochlorothiazide. Et le chef de file, c'est l'hydrochlorothiazide ou l'Isidrex. On peut trouver l'Isidrex seul dans les pharmacies. Parce qu'il y a certains patients chez qui on peut mettre des diurétiques en première intention lorsqu'ils ont une hypertension artérielle, par exemple. Donc, je vais admettre d'autres personnes. Je m'excuse. Très bien. Donc, les diurétiques de l'anse de Henle, plus les diurétiques thiazidiques, sont appelés les diurétiques hypocalémiants. D'accord? Les diurétiques épargneurs de potassium, comme l'aldostérone, l'antialdostérone, l'antagoniste de l'aldostérone, comme les spironolactone ou les plérénones, et les autres diurétiques sont dites des diurétiques qui augmentent la concentration du potassium dans le sang. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et les diurétiques osmotiques comme le mannitol, on a dit que le mécanisme d'action, c'est au niveau de la partie proximale du néphron. Donc, ils ne sont pas utilisés en cardiologie, ils sont utilisés en neurochirurgie, en réanimation, lorsque vous avez un patient, par exemple, qui a un œdème cérébral.
Voilà, mécanisme d'action des diurétiques de Lenz, comme le furosemide ou le furosémide. Ils agissent au niveau de la branche ascendante de Lenz de ND. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inhiber la réabsorption du chlore et par voie de conséquence le sodium et par voie de conséquence c'est l'eau. Donc l'eau n'est pas réabsorbée, c'est pour ça qu'on arrive à diminuer la charge hydrique dans le corps. C'est pour ça quand on a par exemple des signes congestifs, donc on peut utiliser les diurétiques de Lenz. Ils ont une action qui est rapide, vous voyez, par voie orale, un délai d'action de 5 minutes environ et un effet maximal de 15 à 30 minutes. Donc, c'est un effet éphémère. Et par voie orale, c'est-à-dire en comprimé, le délai d'action, c'est 30 minutes avec un effet maximal de 1 heure. Autre effet, vasodilatation veineuse. C'est pour ça qu'on les donne en cas d'OAP, œdème aigu du poumon. Ils ont un effet vasodilatateur au niveau rénal et au niveau du poumon. Ça entraîne une diminution des signes congestifs en cas d'un œdème aigu du poumon. Vous avez les thiazidiques. Les thiazidiques, ils inhibent la réabsorption du NaCl, du chlore et du sodium au niveau du segment proximal du tube contourné distal. Donc, le segment de dilution, c'est là où les urines ont une tension, une hypotonie importante. Le délai et la durée d'action sont plus longs que les diurétiques de Lenz. C'est pour ça qu'on les ajoute aux EEC, par exemple, ou aux ARA2 comme traitement de fond de l'hypertension artérielle. Ils sont inefficaces en cas d'insuffisance rénale parce qu'en cas d'insuffisance rénale, le premier segment à être détruit, c'est le tube contourné distal. Pour les inhibiteurs ou les antagonistes de l'aldostérone, les épargneurs du potassium, parce qu'on a dit qu'à la fin du néphron, il y a quand même une réabsorption du chlore et une élimination du potassium. Et lorsqu'il y a une élimination du potassium, l'eau n'est pas réabsorbée. Donc, le spironolactone ou l'éplérénone, antagonistes de l'aldostérone, il se lie spécifiquement au récepteur de l'aldostérone. Donc, il inhibe l'aldostérone et l'aldostérone, elle est connue comme une hormone qui va augmenter la réabsorption d'eau. Donc, lorsque vous inhibez ces récepteurs de l'aldostérone, donc il y a élimination du potassium et bien sûr la non-résorption de l'eau et vous gardez une volémie qui est aussi correcte. Et c'est un traitement qui est important. On peut le donner comme un traitement de première intention lorsque vous avez, par exemple, une hypertension artérielle avec un hyperaldostéronisme, lorsque vous avez, par exemple, un adénome de Crohn. Vous avez une stimulation importante du spironolactone et vous avez une hypertension importante au niveau du corps. Et lorsque vous donnez un anti-aldostérone, une faible dose d'anti-aldostérone, vous arrivez à gérer cette hypertension artérielle. Donc, quelles sont les indications? Je vais admettre d'autres personnes. Parce que c'est la première fois que j'utilisais ce logiciel, donc vous m'excuserez. Donc, c'est bon. Donc, quelles sont les indications des diurétiques? Bon, la première indication des diurétiques, c'est l'hypertension artérielle. Donc, c'est une indication primordiale en cardiologie. Ils sont indiqués en monothérapie ou bien en association en première ou seconde intention. Par exemple, lorsque vous avez un sujet noir, donc les diurétiques marchent chez les sujets noirs. Et si vous avez, par exemple, un patient qui a un hyperaldostéronisme, lorsque vous avez un patient qui a un hyperaldostéronisme, donc le premier traitement à donner, c'est les anti-aldostérones, c'est-à-dire un diurétique en première intention. Mais les recommandations de la Société européenne de cardiologie en matière de l'hypertension artérielle, actuellement, on agit directement avec une bithérapie. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou bien un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, associé soit à un inhibiteur calcique ou bien à un diurétique. Et lorsque vous allez donner 3 médicaments, lorsque votre hypertension est résistante, il faut rajouter soit un diurétique si vous avez mis au début un inhibiteur de l'enzyme de conversion avec un inhibiteur calcique, ou bien rajouter un inhibiteur calcique si vous avez donné à la base un diurétique associé à un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou à un ARA2. On considère qu'une trithérapie antihypertensive doit toujours comporter un diurétique. Lorsque vous donnez 3 médicaments à un patient qui a de l'hypertension artérielle, les 3 médicaments, un des 3 doit être un diurétique. C'est impératif. D'accord? Ils diminuent la morbimortalité. Les diurétiques diminuent la morbimortalité dans l'hypertension artérielle et particulièrement le risque d'accident vasculaire cérébral.
Et les diurétiques de lance sont peu utilisés. Pourquoi? Parce que vous avez vu tout à l'heure que le mécanisme d'action est très rapide, donc ils agissent très rapidement et ils ont un effet qui est éphémère de 1 heure au maximum, mais ils génèrent une miction impérieuse et importante et répétée. Ça gêne un petit peu les patients. Donc, les diurétiques de lance sont peu utilisés à cause de leur gène mictionnel, mais l'intérêt de spironolactone en cas d'hyperaldostéronisme, lorsque vous avez ou suspectez une hyperaldostéronisme, vous avez une hypertension artérielle, vous faites un bilan initial chez un patient qui a de l'hypertension artérielle, vous remarquez qu'il y a de l'hypocalémie, là vous suspectez directement un hyperaldostéronisme et le traitement en général, c'est les anti-aldostérone comme le spironolactone. En cas d'insuffisance rénale, seuls les diurétiques de lance peuvent être utilisés car les diurétiques thiazidiques sont inefficaces et bien sûr les diurétiques épargneurs du potassium. Lorsque vous avez une insuffisance rénale, vous avez tendance à avoir une hypercalémie et lorsque vous avez une hypercalémie, donc il y a les inhibiteurs, les épargneurs du potassium, vous ajoutez de l'aldostérone, donc vous allez majorer l'hypercalémie. Il y aura des signes importants d'hypercalémie comme le bloc auriculoventriculaire de 3e degré ou bien une asystolie. Je vais admettre d'autres patients, d'autres étudiants. Voilà. Ça ne se fait pas automatiquement les admissions, non? On ne peut pas admettre d'une façon automatique. Allô, vous m'entendez? Oui. En cas d'insuffisance rénale seule, les diurétiques de lance sont indiqués. Et en général, lorsqu'on a une insuffisance rénale importante, là, il faut augmenter la dose de l'azilix ou bien du furosémide. On peut aller jusqu'à 500 mg pour diminuer la volémie chez notre patient. La deuxième indication, c'est l'insuffisance cardiaque. Les diurétiques sont utilisés dans l'insuffisance cardiaque en cardiologie. Vous savez pourquoi? Parce que les diurétiques sont les meilleurs traitements pour les congestions d'origine cardiaque. Et vous avez deux types d'insuffisance cardiaque. Vous avez l'insuffisance cardiaque droite, qui a 5 signes pathognomoniques, en commençant par le bas, donc œdème des membres inférieurs, ascite, hépatomégalie, turgescence provoquée des jugulaires et turgescence spontanée des jugulaires. Et vous avez les signes d'insuffisance cardiaque gauche, c'est la dyspnée. La dyspnée et la tachycardie. La tachycardie, c'est une fréquence au-delà de 100 par minute et la dyspnée, elle est classée de 1 à 4. Donc, le premier stade, c'est-à-dire le stade de l'ANGAC-HA1, c'est-à-dire une dyspnée, une gêne respiratoire aux efforts très, très importants. Donc, stade 2 aux efforts habituels, stade 3 au moindre effort et le stade 4, dyspnée de repos. Donc, la dyspnée et la tachycardie, c'est les signes d'insuffisance cardiaque gauche. D'accord? Et les signes d'insuffisance cardiaque droite sont 5, donc œdème, acide, hépatomégalie, turgescence provoquée et turgescence spontanée des jugulaires. Donc, ils sont indiqués particulièrement en cas de rétention hydrosodée, mais peuvent être utilisés à tous les stades de l'insuffisance cardiaque. Vous avez 4 stades de l'insuffisance cardiaque, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Du moment où vous avez des signes congestifs, c'est-à-dire vous avez des œdèmes, une acide, turgescence, vous pouvez utiliser les diurétiques. Absence d'essai de morbimortalité pour les diurétiques de Lens. Donc, les diurétiques de Lens, c'est un traitement purement symptomatique, c'est-à-dire on donne du furoxale, c'est un traitement symptomatique. Il ne permet pas de diminuer la morbimortalité en cas d'insuffisance cardiaque. Par contre, l'anti-aldostérone, comme l'aldactone ou l'éplérénone, sont des médicaments diurétiques qui diminuent la morbidité et la mortalité en cas d'insuffisance cardiaque. Dans les situations aiguës, ce sont surtout les diurétiques de Lens. Pourquoi les diurétiques de Lens en cas d'OAP, en cas d'insuffisance cardiaque aiguë? Parce qu'ils ont une action qui est très rapide. Les autres indications, bien sûr, lorsque vous avez par exemple une cirrhose du foie, une décompensation œdémato-acétique des cirrhoses, on peut utiliser les diurétiques de Lens pour diminuer un petit peu l'infiltration au niveau du corps. L'hypercalcémie, on peut utiliser le furosémide et l'insuffisance rénale, les diurétiques de Lens pour l'entretien de la diurèse, pour garder une diurèse acceptable parce que vous avez une insuffisance rénale avec diurèse conservée et une insuffisance rénale avec une diurèse qui est basse. Lorsque vous avez une diurèse basse en cas d'insuffisance rénale, là, l'idéal, c'est d'utiliser les diurétiques de Lens parce qu'on a vu que les diurétiques thiazidiques sont inefficaces et les diurétiques
anti-aldostérone sont contre-indiqués du fait de leur potentiel d'hypercalémie. Donc, les prescriptions, le choix des médicaments. Désolé, je vais mettre personne. Le choix du traitement diurétique et règles de prescription. Le choix du traitement diurétique dépend de quoi? Il dépend de la pathologie traitée. Par exemple, si vous avez par exemple un patient qui a de l'hypertension avec des signes d'hyperaldostéronisme, une hypocalémie par exemple, une obésité cutinoïde, donc il faut utiliser les anti-aldostérones. Si vous avez par exemple un patient qui a une fonction rénale altérée, il a de l'hypertension, là vous utilisez les diurétiques de Lens comme le furosemide. Si vous avez une hypercalémie, par exemple, ça ne sert à rien d'utiliser les anti-aldostérones, ils sont contre-indiqués. Et les thiazidiques, même s'ils sont hypocalémiants, il ne faut pas les utiliser. Vous utilisez surtout les diurétiques de Lens. Lorsque vous avez une hypercalémie, lorsque vous avez une hypocalémie, il vaut mieux utiliser les diurétiques anti-aldostérone. Et bien sûr, lorsque vous voyez le traitement associé, si vous avez un patient qui a un ARA2 ou bien un IEC. L'IEC et l'ARA2, ils peuvent augmenter le taux du potassium. C'est très dangereux. Ce n'est pas contre-indiqué, mais c'est très dangereux d'utiliser avec eux un anti-aldostérone. Donc, il vaut mieux utiliser un autre diurétique qui a une action hypocalémiante pour équilibrer l'hypo et l'hypercalémie et donner, par exemple, un thiazidique avec un IEC ou un ARA2. Et bien sûr, la comorbidité. Lorsque vous avez un patient qui a un haut potentiel d'accident vasculaire cérébral, un hypertendu, là, il vaut mieux mettre des diurétiques parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une diminution quand même de la prévalence de l'accident vasculaire cérébral lorsqu'on traite avec des diurétiques ou bien avec des inhibiteurs calciques. Donc, avant de donner le traitement diurétique, puisqu'on a vu que les diurétiques sont un traitement qui est largement répandu en cardiologie, il faut faire un bilan préthérapeutique. Donc, il faut rechercher une contre-indication des maladies associant pouvant favoriser des troubles hydroélectrolytiques. Par exemple, un patient qui présente des vomissements répétés, une diarrhée comme la maladie de Crohn, donc il a tendance à faire de l'hypocalémie. Donc, celui-là, on ne va pas lui donner du furosemide ou bien de l'hydrochlorothiazide. Il vaut mieux associer un anti-aldostérone parce qu'il a déjà un potentiel hypocalémiant important. Faire un bilan biologique créatinémie, et calémie, uricémie, glycémie à jeun pour voir est-ce qu'on peut mettre l'un ou l'autre médicament diurétique. Débuter le traitement par posologie minimale efficace, donc il faut commencer par des petites doses et augmenter au fur et à mesure en regardant bien sûr la réponse clinique et contrôler l'efficacité thérapeutique et le bilan biologique à 15 jours, 1 mois, puis 6 mois et après à 1 année, c'est la périodicité des consultations chez les patients qui ont, par exemple, une hypertension artérielle. Et bien sûr, il faut toujours associer un régime hyposodé. On a dit que les diurétiques sont utilisés pour diminuer la charge ou la volémie. Donc, pour diminuer la volémie, vous avez vu qu'il y a à chaque fois une excrétion, une non-réabsorption du sodium. Donc là, il faut diminuer à la base le sodium pour ne pas avoir un excès de liquide dans le corps. Quels sont les effets secondaires des diurétiques? Il y en a plusieurs. Donc, les effets secondaires hydroélectrolytiques, surtout la déshydratation. Il faut faire attention lorsqu'on prescrit les diurétiques chez le sujet âgé et surtout dans ce mois sacré de Ramadan. Donc, les gens ne boivent pas de liquide et avec les diurétiques, c'est pour ça, nous les cardiologues, quand on donne des diurétiques chez les sujets plus ou moins âgés, qui sont fragiles, qui font le jeûne, donc, il vaut mieux diminuer la dose des diurétiques ou bien arrêter momentanément les diurétiques si l'état clinique le permet, arrêter momentanément les diurétiques pendant le mois sacré du Ramadan. Et les diurétiques peuvent favoriser les diarrhées, les vomissements et les périodes de forte chaleur, c'est-à-dire c'est des périodes où il y a davantage une diminution, une perte liquidienne importante. Maintenant, l'hyponatrémie par déplétion, notamment en cas de régime désodé strict chez des patients hypertendus par exemple, on demande de manger demi-sel, c'est-à-dire la nourriture normo-salée et le pain sans sel, mais les gens ont peur, donc ils arrêtent les apports en sodium. Avec les diurétiques, on tombe dans les hyponatrémies et tout ce qui est hyponatrémie peut entraîner de l'œdème et notamment l'œdème cérébral qui est très grave. L'hypocalémie aussi, les diurétiques de Lens et les thiazidiques. C'est pour ça quand on donne, par exemple, les diurétiques de Lens en cas d'insuffisance cardiaque
ou les diurétiques thiazidiques à forte dose, il faut supplémenter par du potassium. Du potassium, on donne le caligan sous forme de sirop ou bien sous forme de sirop ou bien sous forme… Allô, vous m'entendez? Allô? Oui. 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 Sous forme de sirop ou sous forme de comprimé. L'hypercalémie, bien sûr, lorsqu'on donne des diurétiques épargnant du potassium, par exemple, comme on donne par exemple l'antialdostérone, donc il y a un risque d'hypercalémie lorsque votre patient est supplémenté en potassium et on peut rentrer dans l'insuffisance rénale ou bien les troubles conductifs. L'hypovolémie, c'est la même chose que la déshydratation, donc il faut faire attention. Les autres effets secondaires, c'est comme l'effet hyperglycémiant, l'hyperuricémie, perturbation du bilan lipidique et surtout pour l'aldostérone, les anti-aldostérones comme l'aldactone, il y a la gynécomastie chez les hommes et chez les femmes, il y a quand même une perturbation du cycle menstruel chez la femme. Et il y a quand même aussi l'autotoxicité, c'est-à-dire l'intoxication de l'oreille interne si on donne avec une dose importante du furosémide les diurétiques de Lens. L'interaction médicamenteuse, l'association des diurétiques thiazidiques ou des diurétiques de Lens avec un autre traitement hypocalémiant. Par exemple, vous donnez d'un thiazidique ou furosal avec un laxatif, ça augmente le risque de l'hypocalémie. L'association d'un diurétique épargnant du potassium avec l'enzyme de conversion, ça augmente le risque d'avoir une hypercalémie, par exemple. Quels sont les points essentiels? On arrive au bout du premier cours. Les points essentiels, c'est quoi? Les diurétiques sont des agents pharmacologiques qui sont très utilisés en cardiologie. Ils sont utilisés en cas d'insuffisance cardiaque, en cas d'hypertension artérielle. 3 classes des diurétiques sont sur le marché. Donc, diurétique de Lens furosal, le furosémide, diurétique thiazidique, l'hydrochlorothiazide et diurétique épargnant du potassium, dont le chef de file est le spironolactone. Les diurétiques de Lens, ils agissent au niveau de la branche ascendante de Lens de NP en inhibant la réabsorption du chlore et par voie de conséquence le sodium. Et la conséquence, c'est la non-réabsorption de l'eau. Principale indication, lutter contre les signes congestifs, que ce soit les insuffisances cardiaques droites ou les insuffisances cardiaques gauches. Ils sont les seuls utilisés en cas d'insuffisance rénale. Les principaux effets secondaires, c'est l'hypocalémie et la déshydratation. Les diurétiques thiazidiques, ils inhibent la réabsorption du NaCl au niveau du tube contourné distal, dans sa partie proximale. Inefficaces en cas d'insuffisance rénale. Principale indication, c'est l'hypertension artérielle. Ils sont fréquemment associés à d'autres médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARA2. Le principal effet secondaire, c'est l'hypocalémie comme les diurétiques de Lens. Les diurétiques épargnant potassium, ils diminuent l'expression de potassium. Donc, c'est pour ça qu'ils sont appelés épargneurs du potassium et augmentent la fraction excrétée du sodium au niveau de tube contourné distal. Principale indication, c'est l'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique du ventricule gauche et l'hypertension artérielle. Ils sont utilisés aussi en cas de post-infarctus, c'est l'indication de l'éplérénone. Principaux effets secondaires, c'est l'hypercalémie et les contre-indications, c'est l'insuffisance rénale. Donc, un tableau récapitulatif des diurétiques utilisés en cardiologie avec le dosage. Et maintenant, on va passer au deuxième cours qui est les vasodilatateurs. Les vasodilatateurs, il y en a plusieurs. Il y a des vasodilatateurs artériels qui augmentent le diamètre des artères. Vous avez les vasodilatateurs qui sont veineux. Et vous avez les vasodilatateurs qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils agissent au niveau artériel et au niveau veineux. Les vasodilatateurs artériels, dont le chef de file, c'est les inhibiteurs calciques, les anticalciques. Qu'est-ce qu'ils font, les inhibiteurs calciques? Vous voyez ici, donc il y a l'inhibiteur calcique, vous avez le calcium qui rentre à l'intérieur de cellules, la myocyte. Donc le calcium qui rentre au niveau de la cellule myocyte, il rentre dans la phase 2 du potentiel d'action. Vous avez la phase 0, c'est l'entrée du sodium. La phase 1, c'est l'entrée du chlore. La phase 2, c'est le plateau, c'est l'entrée du calcium. Ce calcium qui va rentrer dans la cellule, ce n'est pas lui qui va enclencher la contraction actine-myosine à l'aide de la fixation avec les troponines. Donc, c'est ce calcium, il va rentrer à l'intérieur de la cellule, il va simuler le réticulum endoplasmique et le calcium qui est emmagasiné dans le réticulum endoplasmique, c'est lui qui va partir au niveau des troponines pour
interagir entre l'actine et myosine et induire une contraction musculaire. Lorsqu'on inhibe ce calcium, il n'y aura pas de contraction musculaire, donc il y aura une relaxation musculaire. Donc, ça inhibe la contraction musculaire, donc ça entraîne une relaxation musculaire et ça induit une vasodilatation au niveau des artères. Donc, vous avez deux types d'inhibiteurs calciques. Vous avez les inhibiteurs calciques tachycardisants, dont deux chefs de file. Vous avez la nicardipine qui est le Loxène et vous avez l'amlodipine qui est l'Amlor. Donc, l'Amlor, c'est un nouveau médicament. Il est utilisé dans l'hypertension artérielle et dans l'angor stable parce que les vasodilatateurs artériels vont entraîner une baisse de la précharge, une baisse de la post-charge. Ça va diminuer l'activité cardiaque et ça va entraîner une baisse de l'angor stable. Et vous avez des autres inhibiteurs calciques qui sont dits bradycardisants, dont le chef de file est le diltiazem, c'est le tildium 60 mg. On le donne, il est indiqué dans l'hypertension artérielle, dans l'angor stable, parce que ça va diminuer, ça va créer un effet chronotrope négatif et ça va entraîner une baisse du travail cardiaque et bien sûr, baisse des besoins en oxygène et ça va lutter contre l'angor. Et on peut l'utiliser dans les tachycardies supraventriculaires, comme les tachycardies atriales, les syndromes de Wolff-Parkinson-White, dans les tachycardies par entrée intranodale, les RIN, ou le Bouvray, qui est retrouvé beaucoup plus chez les femmes. Et on a les autres comme le Verapamil. Le Verapamil, c'est un inhibiteur calcique qui existe en plusieurs dosages, le 40, le 120, le 240. Il n'existe pas en Algérie, mais il est utilisé en cas de tachycardie supraventriculaire, lorsque vous avez, par exemple, pour maintenir un rythme sinusal, en cas d'arythmie complète par fibrillation auriculaire, en cas de fibrillation atriale, ou bien en cas d'une réentrée intranodale, ou bien une RI. Donc, les indications, c'est les TSV. Pour le diltiazem, c'est l'HTA, l'angor stable et les TSV aussi, tachycardie supraventriculaire. Et pour l'amlodipine, c'est l'hypertension artérielle et l'angor stable. Et bien sûr, pour le Loxène, c'est essentiellement pour l'hypertension artérielle. Il faut faire attention. Pour le Loxène et pour l'Amlor, il y a un effet secondaire qui est majeur, c'est l'œdème des membres inférieurs. Il existe d'autres vasodilatateurs artériels en plus des inhibiteurs calciques, comme les alpha-bloquants, comme la prazosin, c'est une mini-presse. Elle est utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous avez la noradrénaline qui est un facteur vasoconstricteur puissant. Celle-là, la prazosin, elle va inhiber l'effet de la noradrénaline et elle va entraîner une vasodilatation. Vous avez aussi les antihypertenseurs centraux. On dispose en Algérie de physiotens, de moxonidine et vous avez la famotidine, l'aldomètre utilisé en gynécologie pour les femmes enceintes qui ont de l'HTA gravidique. On utilise l'aldomètre qui est dosé à 250 mg et le physiotens, il est dosé à 0,2 et 0,4 mg. Donc, c'est des antihypertenseurs centraux qui vont agir sur l'inhibition du système nerveux sympathique parce que vous savez que le système nerveux sympathique va entraîner une hyperpression, une hyperconstriction des artères et ça va entraîner une augmentation de la pression artérielle. L'importance des effets secondaires de cette classe thérapeutique, notamment l'hypotension orthostatique chez le sujet âgé, l'absence d'effets cardio ou néphroprotecteurs, parce que c'est des médicaments qui baissent la pression artérielle. Ils n'entraînent pas une diminution de la morbimortalité chez les patients qui ont de l'hypertension artérielle. Ce n'est pas comme les antialdostérones ou bien comme les IEC ou les ARA2 qu'on va voir tout à l'heure. On a fini avec les vasodilatateurs artériels qui sont les inhibiteurs calciques, les centraux et les artériels. On a vu les trois classes des vasodilatateurs artériels. Maintenant, on va passer aux vasodilatateurs veineux. Les vasodilatateurs veineux, dont le chef de file est les dérivés nitrés. Donc, les dérivés nitrés, ils vont agir au niveau de la cellule endothéliale. On a la cellule endothéliale, c'est la couche la plus superficielle des vaisseaux. Donc, elle va donner un groupe de NO, monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, il va agir sur le GMP cyclique. GMP cyclique qui va augmenter de concentration. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner une relaxation de la musculature lisse des vaisseaux, donc elle va entraîner une vasodilatation et elle va entraîner une vasodilatation veineuse et artérielle. Donc la vasodilatation veineuse, elle est prédominante. C'est pour ça qu'on les classe parmi les vasodilatateurs veineux. Donc elle est prédominante, donc elle est responsable d'une diminution du retour veineux, donc de la précharge cardiaque. Donc dans le cœur,
dans l'hémodynamique cardiaque, on a l'après-charge, c'est-à-dire tout ce qui arrive avec le retour veineux. Donc, lorsque vous avez une dilatation veineuse, donc vous avez une diminution de la précharge veineuse, donc le cœur, il va être déchargé. Vous avez la post-charge qui est les artérioles et les artères. Donc, lorsque vous obtenez une diminution une diminution ou une relaxation des artères, une diminution de la pression au niveau des artères, donc vous aurez une diminution de la post-charge. Et le troisième élément hémodynamique qui est important, c'est l'augmentation de la contractilité cardiaque. Donc, vous avez la précharge qui est les veines, la post-charge qui est les artérioles et les artères, et vous avez la contractilité qui est le myocarde. Donc, la vasodilatation veineuse prédominante responsable d'une diminution du retour veineux et donc diminution de la précharge cardiaque. La vasodilatation coronaire entraîne une redistribution de la perfusion coronaire vers les zones sous-endocardiques et vous savez que la vascularisation se fait de l'épicarde vers l'endocarde et les zones sous-endocardiques sont les plus vulnérables. Quand on augmente le diamètre des artères coronaires, va entraîner une diminution ou une baisse de la sensibilité à l'ischémie. Et vous avez aussi une vasodilatation artériolaire périphérique qui va entraîner une diminution de la post-charge. Donc, sur le plan pharmacocinétique, c'est un agent qui est liposoluble, absorption rapide et complète. C'est pour ça qu'on utilise même les bonbonnes en sublingual, les comprimés en sublingual. C'est une absorption très rapide qui peut agir dans les secondes qui suivent l'introduction de ce médicament. Sur le plan hémodynamique, c'est une diminution du retour veineux. Qui dit diminution du retour veineux, dit diminution de la pression au niveau du cœur droit. Lorsqu'il y a une diminution de la pression au niveau du cœur droit, diminution de la pression au niveau de l'artère pulmonaire, diminution au niveau des capillaires pulmonaires. Et lorsqu'il y a une diminution au niveau des capillaires pulmonaires, il n'y a pas de précharge, le retour veineux n'est pas très important, donc il y a une diminution de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Lorsqu'il y a une diminution de la pression télédiastolique du ventricule gauche, là, il y aura une tolérance meilleure à la dyspnée. Là, c'est sur le plan hémodynamique. Sur le plan coronaire, il y a un effet qui est direct, c'est la vasodilatation coronaire qui lève le spasme associé et favorise la circulation du suppléance. Et bien sûr, la baisse des besoins en oxygène du myocarde par diminution de la pression pariétale secondaire à la baisse de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Quelles sont les indications des dérivés nitrés? Les indications des dérivés nitrés, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique. Donc, on peut utiliser les dérivés nitrés lorsque vous avez une insuffisance cardiaque chronique, par exemple, un patient qui a une insuffisance cardiaque stade 3 de la NICA-CACHA, ou bien chez les patients qui ont un OAP, œdème aigu du poumon. On utilise, lorsque vous avez un OAP d'origine cardiogénique, il n'est pas d'origine hypertensive, donc il vaut mieux utiliser les dérivés nitrés. Et bien sûr, l'insuffisance coronaire, c'est la première indication des dérivés nitrés parce qu'elle augmente le diamètre des coronaires, elle augmente l'apport en oxygène, elle diminue le travail cardiaque et donc c'est… Voilà. Les effets secondaires, les céphalées, vous avez les céphalées. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Oui. Vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Non, parce qu'on a 1 heure pour 2 cours, donc c'est pour ça. Oui, docteur. Oui. Docteur, vous pouvez faire un autre programme avec et garder le même ID et code. Et comme ça, vous sortez de celui-là et vous rentrez et nous, on reste connectés. Et comme ça, on aura une autre 40 minutes. D'accord, d'accord. Bon, ok, ça marche. Sinon, je vais essayer d'aller un peu moins vite. Donc, les effets secondaires Mais vous avez compris un petit peu, non? Oui, docteur, on a bien compris. C'est très bien. C'est l'essentiel. Donc, les effets secondaires de ces dérivés nitrés, on a bien dit que les dérivés nitrés, c'est des vasodilatateurs veineux. Les vasodilatateurs veineux ou à prédominance veineuse. Donc, qu'est-ce qu'ils vont entraîner? Les vasodilatateurs, les dérivés nitrés, ils vont donner une molécule NO au niveau de l'endothélium. Le NO, le monoxyde d'azote, il va entraîner une augmentation de la GMP cyclique à l'intérieur des cellules musculaires. L'augmentation de la GMP cyclique va entraîner une
relaxation au niveau de ces cellules. Donc, c'est une relaxation au niveau de ces cellules. Il va entraîner une vasodilatation des artères, surtout coronaires. Cette vasodilatation veineuse va entraîner la baisse du retour veineux. La baisse du retour veineux, parce qu'il y aura plus de veines, plus de potentiel veineux, donc le sang il va rester dans les parties déclives. Donc, ça va diminuer la précharge au niveau du cœur qui est déjà malade, soit par une insuffisance coronaire ou bien une insuffisance cardiaque. Parallèlement à ça, ce dérivé nitré va entraîner aussi une vasodilatation artériolaire. La vasodilatation artériolaire va être après le cœur, c'est-à-dire en post-charge. La post-charge, elle va diminuer. Donc, le travail cardiaque, il va diminuer parce qu'il a moins de volume qui va être obligé de l'évacuer vers l'aorte en systole. Donc, il y a moins de retour veineux. Il y a moins de résistance vasculaire en périphérie. Donc, le cœur, il va être déchargé un petit peu. Les contre-indications de ces dérivés nitrés, c'est le rétrécissement aortique. Pourquoi le rétrécissement aortique? Parce que déjà, le débit cardiaque qui va être éjecté dans l'aorte, il va être diminué du fait de l'existence d'une sténose serrée au niveau de cette valve aortique. Mais si on rajoute, par exemple, les dérivés nitrés, donc il y aura une baisse importante du retour veineux, donc baisse du volume d'éjection systolique. Et lorsqu'il y a une baisse du volume d'éjection systolique, il sera aggravé par le rétrécissement aortique et le patient peut faire des syncopes, par exemple. Lorsque vous avez une cardiomyopathie obstructive, c'est la même chose. C'est comme le rétrécissement aortique, mais là, le rétrécissement aortique, il est valvulaire, mais les cardiomyopathies obstructives, le rétrécissement aortique, il est sous-valvulaire du fait de l'hypertrophie myocardique ou de la chambre de chasse du ventricule gauche. L'infarctus du ventricule droit, donc là, il faut remplir le patient, il faut diminuer tous les médicaments qui diminuent la pression artérielle, il faut remplir le patient. Et lorsqu'on donne des dérivés nitrés, on va aggraver les choses parce qu'au lieu de remplir, on va vider le ventricule droit. La pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, c'est une contre-indication aux dérivés nitrés parce que les dérivés nitrés vont entraîner une diminution de la pression artérielle. Et lorsque vous avez une pression déjà basse, vous allez aggraver la pression artérielle basse. Et l'utilisation de sildenafil, comme le Viagra, dans les 24 heures. Le Viagra, comme vous savez tous, il entraîne une vasodilatation des parties d'équilibre du corps. Donc, ça entraîne une vasodilatation, rétention au niveau des parties d'équilibre. Et lorsqu'on met des dérivés nitrés, on va aggraver ces choses. Donc maintenant, on va voir les formes de la trinitrine. Vous avez les formes des dérivés nitrés, vous avez la trinitrine, tout le monde connaît la trinitrine. Vous avez la définition sémiologique d'une douleur thoracique. On peut l'utiliser en sublingual spray 0,15 à 0,75, mais je vous conseille de donner soit le 0,15, soit le 0,30, c'est mieux, d'accord? Parce que ça risque de faire une baisse brutale de la tension artérielle. L'utilisation à la demande, si vous avez une douleur, vous faites une application en spray. Oral, c'est des comprimés de 2,5 à 7,5 mg, 3 fois par jour. Et patch transdermique, on peut l'utiliser. Le patch, il dure 16 heures. L'ampoule en IV, 10 mg, on l'utilise surtout aux urgences lorsque vous avez par exemple un angor, un infarctus ou bien lorsque vous avez un œdème aigu du poumon. Dinitrate d'isosorpide, sublingual, des capsules sublinguales ou bien parfois orales ou bien par ampoule. La molsidomine, d'accord, Risordan, molsidomine, il est utilisé, c'est un apparenté, d'accord, ce n'est pas le Risordan, c'est un apparenté, d'accord, donc molsidomine, c'est un apparenté aux dérivés nitrés, donc il ne cause pas de baisse de la pression artérielle, c'est des comprimés de 2 à 4 mg, on l'utilise en général en cas d'angor stable, en cas de post-infarctus, lorsque vous avez par exemple un angor résiduel. On arrive maintenant au traitement qui est important en cardiologie, c'est les vasodilatateurs mixtes. On a vu les vasodilatateurs artériels dans le chef de file et les inhibiteurs calciques. Vous avez vu que les inhibiteurs calciques, il y a deux types. Il y a les tachycardisants, il y a les bradycardisants. Dans les tachycardisants, vous avez la nicardipine qui est l'oloxène et vous avez l'amlor qui est l'amlodipine. Et dans les bradycardisants, on a vu qu'il y a les optines et vous avez aussi d'autres médicaments qui sont bradycardisants. D'accord? Donc, les vasodilatateurs mixtes, vous avez les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les EEC, et vous avez
d'autres médicaments qui sont les ARA2. Les IEC et les ARA2, un peu de physiopathologie. Vous avez l'angiotensinogène, rénine en angiotensine 1. L'angiotensine 1, il va être transformé en angiotensine 2. L'angiotensine 2… Allô? Oui? Allô? Donc, vous avez deux types de récepteurs, l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2, les AT1 et les AT2. D'accord? Et les AT1 et l'effet de cette angiotensine va entraîner une vasoconstriction qui est puissante. Lorsqu'on donne les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on va inhiber la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc, on va inhiber cette vasoconstriction et on va entraîner une vasodilatation. Vous avez d'autres médicaments. Sur le plan pharmacocinétique, donc l'activation de ces molécules se fait au niveau hépatique. Le délai d'action, c'est pratiquement très rapide, c'est 1 heure pour le captopril et 2 à 6 heures pour les autres médicaments. Et le captopril, c'est le lopril. Donc, c'est la première molécule IEC qui a été mise en vente. La demi-vie, c'est environ de 2 heures. Le captopril, il est pris 2 fois par jour et les autres médicaments sont pris 1 fois par jour. Quels sont les effets secondaires des inhibiteurs de l'enzyme de conversion? Vous avez la diminution de la pression de perfusion rénale et altération de sa fonction en cas de sténose bilatérale des artères rénales. Donc, ils sont contre-indiqués lorsque vous avez une sténose bilatérale des artères rénales ou lorsque vous avez, par exemple, une altération importante de la fonction rénale, c'est-à-dire en cas d'insuffisance rénale. Le collapsus vasculaire, lorsque vous avez une hypotension sévère, ça ne sert à rien de donner des vasodilatateurs parce que vous allez aggraver les choses et vous avez entraîné un état de choc ou bien une hypotension sévère. C'est pour ça, pour les IEC, on ne peut pas les donner lorsque la pression artérielle est inférieure à 100 mm de mercure. En cas d'hypercalémie, bien sûr, lorsque vous avez une hypercalémie, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ils vont entraîner par eux-mêmes une élévation du potassium et vous allez peut-être aggraver une hypercalémie. L'atout, c'est un effet secondaire qui est classique. L'atout, c'est un effet secondaire qui est classique. Donc, c'est un effet secondaire qui est classique aux EEC par l'activation des bradykinin, par la stimulation vagale. L'œdème angioneurotique, il est rare. Et l'effet tératogène, chez les femmes enceintes, il ne faut pas donner des inhibiteurs de l'enzyme de conversion parce qu'elle va entraîner une hypoplasie des artères rénales et une hypoplasie du rein. Alors, juste là. Les indications. L'hypertension artérielle, c'est la première indication des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. L'insuffisance cardiaque chronique lutte contre l'activation excessive du système rénine-angiotensine. C'est pour ça qu'on donne des IEC. Et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont d'indication assez précoce, c'est-à-dire à partir du stade 1 ou 2 de l'insuffisance cardiaque, on peut inscrire les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Pour le post-infarctus aussi, parce que ça va diminuer le remodelage négatif du ventricule gauche, parce que lorsque vous avez un infarctus, lorsque vous avez une nécrose au niveau d'une partie du myocarde, je vais admettre des gens. D'accord? Lorsque vous avez une nécrose d'une partie du myocarde, lorsqu'une autre partie travaille plus, et cette partie, elle ne va pas travailler, elle va travailler moins, donc ça y aura un remodelage négatif du ventricule gauche, il y aura une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche. C'est pour ça qu'on donne des inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour répartir le travail de tout le myocarde à travers toute la superficie du myocarde. Lorsque vous avez une néphropathie diabétique, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont là pour diminuer cette néphropathie diabétique, pour éviter le passage vers l'insuffisance rénale et bien sûr dans la prévention cardiovasculaire, même chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire élevé, qui n'ont pas fait d'accident. Les accidents, c'est un syndrome coronarien aigu, un accident vasculaire cérébral, ischémie aiguë du membre inférieur, c'est ça des accidents cardiaques. Même chez les gens qui n'ont pas fait déjà des accidents cardiovasculaires, ça permet de diminuer l'incidence de ces accidents lorsque vous avez un patient qui a par exemple un risque cardiovasculaire élevé. Donc les IEC, c'est toutes les molécules avec pril, donc captopril,
Donc, c'est le Lopril. Donc, c'est des médicaments qui sont dosés de 6,25 à 50 mg. On commence toujours par de petites doses et on augmente la dose jusqu'à la dose maximale tolérée. Donc, dans l'hypertension artérielle, on peut aller jusqu'à 150 mg par jour et dans l'insuffisance cardiaque, on peut arriver jusqu'à 75 mg par jour. Vous avez le Ramipril, c'est le Triatec qui est connu en Algérie aussi. On commence par des comprimés de 1,25 mg à 10 mg. La dose efficace est de 5 mg pour l'HTA et de 10 mg pour les autres indications, c'est-à-dire en post-infarctus, parce que ce traitement a été testé par ce dosage de 10 mg. Le Perindopril, c'est le Coversil. Vous avez deux dosages, le 4 et le 8 mg. C'est un très bon traitement inhibiteur de l'enzyme de conversion. Donc, il a été testé, il a été longuement testé et il rentre dans plusieurs études. Les contre-indications des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, surtout la grossesse, ne pas utiliser pour l'HTA gravidique. On a vu tout à l'heure que pour l'HTA gravidique, on ne peut utiliser les bêta-bloqueurs. On peut utiliser aussi de l'aldomètre. C'est un traitement qu'on peut utiliser c'est un antihypertenseur central qu'on peut utiliser en cas d'HTA gravidique. Et arrêter si grossesse débutée sous inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Lorsque vous avez, par exemple, un accident allergique préalable à un inhibiteur de l'enzyme de conversion, et lorsque vous avez une sténose bilatérale des artères rénales, donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont totalement contre-indiqués. Maintenant, il y a une deuxième classe, comme les IEC, c'est les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine 2. Donc, les récepteurs de l'angiotensine 2 sont très spécifiques. Donc, sont très spécifiques. AT2, ils sont très spécifiques des récepteurs AT2. Donc, les IEC agissent pour inhiber la transformation de l'angiotensine 1 à l'angiotensine 2. Et les ARA2, ils agissent ici, ils agissent pour bloquer les récepteurs AT2. C'est pour ça qu'on a moins de tout avec les ARA2 parce que les ARA2 ne passent pas par le métabolisme qui est au niveau du poumon, qui est la production de la bradykinine qui vont irriter le nerf vagal pour entraîner la toux. Donc, la pharmacocinétique, c'est une activation hépatique avec l'élimination qui est lente, rénale et hépatique. Donc, il y a certains ARA2 qui sont éliminés par le rein. Par exemple, l'Aprovell, l'irbésartan, il est éliminé par le rein. Par exemple, le condésartan ou l'attaquant, il est éliminé par le rein. Et vous avez d'autres médicaments qui sont éliminés exclusivement par le foie, comme le telmésartan. Comme le telmésartan, c'est un traitement qu'on donne aux patients hypertendus lorsqu'ils ont, par exemple, une insuffisance rénale. Les effets secondaires, les mêmes que les IEC, mais la toux et l'œdème angieux sont exceptionnels parce que c'est un métabolisme qui ne passe pas par le poumon. Et en cas de toux, avec les IEC, il vaut mieux prescrire des ARA2 comme alternative. Donc, les molécules, le losartan, posologie habituelle, c'est 50 à 200 mg par jour. Le valsartan ou le Tarek, c'est le 80 à 320 mg par jour. Le condésartan ou l'attaquant, c'est 4 à 16 mg par jour. L'irbésartan, c'est l'Aprovell, 150 à 300 mg par jour. L'olmesartan, 20 à 40 mg par jour. Et telmésartan ou le Mecardis, c'est le 40 à 80 mg par jour. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces chiffres et ces molécules et ces posologies. Hein, d'accord ? Il vaut mieux tenir en compte les indications, les précautions, la surveillance du traitement. Les indications des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, c'est surtout l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, le post-infarctus, donc ils sont indiqués dans le post-infarctus, et la néphroprotection, surtout pour l'irbésartan, l'Aprovell, qui a été testé dans la prévention de la néphroprotection en cas de diabète. Vous avez ici quelques références pour le cours des diurétiques et le cours des ARA2. Et j'attends vos questions par Messenger sur le groupe P4, P5, HCA. Merci beaucoup. Et saha ftorkom, saha siyamkom. Et à la prochaine, Inch'Allah. Je vais vous faire le cours des troubles conductifs aussi. Et je pense les antiarythmiques. Et vous avez déjà eu le cours de l'insuffisance aortique. Je l'ai posté sur le site
P4, P5 cardiologie. Et vous avez aussi la plateforme Moodle de l'Université d'Alger. Donc, de l'Université d'Alger qui est la référence. Vous pouvez prendre les cours, ils sont déjà affichés là-bas, que ce soit l'ECG ou bien l'insuffisance aortique, troubles conductifs et صحة بطاقم. Salam. Merci, صحة بطاقم.